Juriste de formation, elle est également la présidente de l'Association des juristes sénégalaises. Bonsoir Madame Diallo et merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Alors, cette série de meurtres notés en 2019, surtout contre des femmes, qu'est-ce qui nous arrive? Nous nous posons aussi la question, qu'est-ce qui nous arrive? Parce que cette série de fémicides pose problème au Sénégal et particulièrement au mouvement des femmes. C'est des viols suivis de meurtres, des tentatives de viols suivis de meurtres. Et on a l'impression que il y a quelque chose qui s'est détracté dans notre société. Et ça ne fait que nous conforter dans notre combat que nous menons contre. Mais où est-ce que se situe le mal, selon vous? Alors, le mal se situe peut-être dans le comportement humain. Dans le comportement humain, c'est-à-dire dans le mental des gens, qu'est-ce qui nous arrive? Dans l'environnement, la pauvreté, la promiscuité, et que je sais encore en matière de comportement humain. Oui. Mais également, nous pensons que la sanction fait un peu défaut dans ce contexte-là. Parce que les cas que nous avons eus jusqu'à présent... On en a combien? Combien de meurtres nous avons eu cette année? Cette année, on a eu 14 meurtres. Rien que le mois de novembre, on a eu 14 meurtres. C'est beaucoup. Oui. Et nous avons eu 1205 cas de violence sexuelle. Pas tous des meurtres, également, heureusement. Voilà. Mais on a eu 14 affaires de meurtres. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous prônez un peu? Il est constaté aujourd'hui que c'est un mal à la limite universelle. Alors, dans les pays développés, de plus en plus, ils vont vers les statistiques, à l'issue desquelles ils ont des solutions par rapport aux dirigeants. C'est le cas, par exemple, en France, où une enveloppe de 300 millions d'euros a été dégagée, aussi bien pour les victimes que pour toutes les personnes concernées. Qu'est-ce qui se prépare ou qu'est-ce qui devrait se préparer pour notre cas, au Sénégal spécifiquement? Alors, pour nous, on n'est pas encore à ce niveau pour nous, le Sénégal. Malheureusement, c'est le droit commun qui s'applique. Un cas de meurtre, c'est un meurtre, c'est jugé à la cour criminelle et les réparations qui doivent se faire, c'est le tribunal qui les décide. Il n'y a rien encore de spécifique qui est préparé pour les femmes dans le cadre de notre combat, en tout cas à ce que je sache jusqu'à présent. Nous, ce que nous faisons, nous, comme association de la société civile, dans ces cas-là, c'est vraiment d'accompagner les victimes, d'accompagner les services parajudiciaires, comme au niveau de la police, etc., dans la recherche des preuves, parce que c'est des infractions dont il faut produire les preuves. La recherche des preuves, la recherche des documents afférents à la procédure pour quand même rendre la procédure crédible, et également le suivi, le juridico-judiciaire de l'affaire, la prise en charge médico-sociale de la victime, parce qu'un viol, c'est quelque chose de très spécial. Le meurtre, c'est entre les ayants droit de la victime qui doivent être prises en charge, comme les enfants, comme la mère, l'environnement. Donc nous, ce que nous faisons à ce niveau-là, c'est la prise en charge. Mais au niveau des autorités de l'État, à ma connaissance, il n'y a pas encore de solution spécifique qui est envisagée. Sauf que le président de la République, après le meurtre de la jeune fille de Tambacounda, a dit qu'il demandait qu'on criminalise le viol et la pédophilie. Nous sommes dans l'attente de la publique. On sait qu'au Sénégal, il y a des lenteurs usuelles à faire passer des lois à l'Assemblée nationale. Malheureusement, mais nous suivons. Et hier, dans le cadre du panel qui a été fait sur les objectifs visés dans la criminalisation du viol, nous avons eu de bons échos. Est-ce qu'on dispose de données, comme disait tout à l'heure Papis, au niveau national, sur les femmes qui ont été violentées ou touchées par ces cas? Alors, vous savez, ici également, les statistiques posent problème. Les statistiques dont on dispose, ce sont les statistiques de l'Association des femmes juristes sénégalaises, c'est-à-dire notre association. Parce que notre association, nous avons des vitrines extérieures qui sont les boutiques de droit, qui sont implantées à Dakar et dans les régions. Nous avons 8 boutiques de droit à Dakar, Pikine, Kaolack, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Thiès et Tamba. Non, Tamba, il n'y en a pas encore. Donc, et Louga.
nous sommes en train de Louga également, Kébémer, nous allons bientôt ouvrir là-bas la boutique de droit. Donc ces boutiques de droit-là font répertorier les cas qu'on reçoit. Tous les cas qui se présentent ou dont les boutiques de droit ont connaissance sont pris en compte. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas accès à ces boutiques de droit, leurs cas ne sont pas pris en compte. Sauf si nous sommes informés. Parce qu'il y a des régions où nous n'avons pas de boutique de droit. Mais nous avons des correspondants qui sont nos parajuristes que nous avons formés. Quand nous sommes informés, d'un trou, par la presse ou par quelque autre moyen que ce soit, nous envoyons sur place nos parajuristes qui sont dans cette localité-là et nous recueillons les informations que nous enclenchons. Alors, est-ce un silence qu'on pourrait qualifier de coupable pour, par exemple, les femmes? Autant elles peuvent se martyriser, mais dans l'application de la sanction, elles rechignent à aller parfois un peu plus loin. Quelle est cette formule qui va pouvoir équilibrer un peu? Autant on se dit victime, autant on demande réparation. Mais dans l'application, vous en savez peut-être quelque chose, les femmes, en tout cas sénégalaises, rechignent très souvent à aller jusqu'au bout. Tout à fait, tout à fait. Et nous, également, c'est un autre blocage de la lutte que rencontre la lutte contre les violences faites aux femmes. Et vous savez que ce blocage, il est dû à la culture. À la soutoura, cette fameuse soutoura, ce fameux sagal, ne pas le sortir, garder le secret en famille, parce que ces violences sont faites, dans la plupart des cas, dans la sphère familiale. Alors, les familles, dans beaucoup de cas, préfèrent régler ça en famille que d'amener ça devant la justice. Et ça, c'est un blocage culturel. Ça, c'est la culture sénégalaise de la soutoura. Et nous luttons contre ça. On fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation pour quand même, aux droits humains, pour que quand même les gens sachent que c'est des choses qu'il faut porter devant. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que la ligne entre la pudeur et l'omerta soit beaucoup plus nette, que les gens puissent savoir? Mais c'est à ce à quoi nous nous attelons. C'est ça à quoi nous nous attelons dans nos actions de sensibilisation et de formation. Je vous ai dit tout à l'heure que nous organisons beaucoup de causeries dans les quartiers les plus reculés. Nous formons des parajuristes qui vont vers les populations. Mais on entend la JS que quand il y a ces épisodes dramatiques. En tout cas, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que si vous êtes informé par la presse, ce qui veut dire que la presse contribue grandement à vous donner des chiffres ou vous donner des indices par rapport au travail que vous devez dérouler, mais on ne vous entend que durant ces moments malheureux. Non, je n'ai pas dit que c'est la presse seulement qui nous donne les renseignements, parce que les renseignements peuvent venir de partout. Les anonymes peuvent dénoncer. Il peut y avoir des dénonciations anonymes. Et nous prenons tout ça en compte. Et nous faisons le devoir à ce moment-là de faire vérifier les faits. Parce que nous ne disons jamais des choses, nous ne nous impliquons jamais sans avoir les informations et précise. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, également dire qu'on entend l'AGS que pendant ces moments-là, c'est mal connaître l'activité de l'AGS. L'AGS travaille en permanence. L'AGS agit en permanence au sein de la société. Nous avons des partenaires stratégiques qui nous appuient. Nous faisons de la formation en permanence. Nous faisons des sensibilisations, des causeries. Nous formons des parajuristes. Et nous allons vers les populations vulnérables. Et qu'est-ce qui explique alors qu'aujourd'hui qu'on note encore ces faits malheureux? On a l'impression que cela augmente plus que cela ne devrait régresser. Alors moi, l'augmentation qu'on note cette année, je mets ça sur le compte de l'effet positif de la sensibilisation. Parce que on sent nettement qu'avec les parajuristes qui sont formés dans les régions et dans les localités reculées, qu'il y a un peu plus davantage de personnes qui viennent porter leurs problèmes au niveau des boutiques de droit et au niveau mais est-ce qu'elles vont jusqu'au bout? Souvent, elles vont jusqu'au bout. De temps à autre, la procédure s'arrête, mais quand l'affaire est portée devant la boutique de droit et que la police est saisie ou la gendarmerie, c'est à ce niveau-là souvent que la personne, sous la pression sociale de la famille, vient dire que je désiste de ma plainte. Mais vous savez qu'en droit pénal, le désistement de la victime n'arrête pas l'action publique. Alors même si la personne désiste, les services de sécurité, elles, continuent la procédure et transmettent le dossier et déferment les mises en cause. Alors, Présidente, vous êtes sénégalaise et vous savez que nous avons hérité d'une certaine tradition relationnelle entre l'homme et la femme. Comment est-ce que vous gérez les situations qui peuvent être caricaturées dans l'insouciance? L'homme, dans son subconscient, peut se voir permis d'infliger une violence, une correction, au même titre que son enfant, de façon innocente. Est-ce que c'est innocent ou c'est
c'est culturel. C'est culturel, comme vous l'avez dit, dans son inconscient, il dit qu'il est supérieur, donc il a le droit de vie et de mort ou le droit de battre sa femme. Ça, également, je pense que c'est l'application des textes et la dénonciation qui peut venir à bout de ce comportement-là. Parce que la femme qui est battue, la femme qui est malmenée, si elle porte plainte, la justice s'appliquera dans toute sa rigueur. Et les textes dans ce domaine existent et sont été renforcés. La loi 9905 du 29 janvier 1999 a corrigé beaucoup de dispositions du code pénal et a précisé certaines infractions telles que le viol. Et c'est dans cette loi même. Le Sénégal est champion des textes de loi, de ratification, de convention, mais dans la réalité... Non, là c'est un texte interne. C'est une révision du code pénal sénégalais, donc c'est une loi interne. Donc le problème qu'on a avec cette loi interne, c'est l'application par les juridictions de jugement. Vous savez, le viol, c'est une infraction qui est difficile dont il est difficile d'apporter les preuves. Parce qu'une victime non avertie, une victime sous le choc, traumatisée, la première chose qu'elle fait, c'est que si elle échappe à son bourreau, c'est d'aller se nettoyer, c'est d'aller se laver, et peut-être laver ses habits et autres. Et ça, c'est disfaire les preuves de viol. Alors, comment ça finit très souvent pour les cas qui ont abouti, qui sont allés jusqu'au devant la justice contre les hommes? Mais par un jugement, par un jugement. Et là, c'est... Et c'est les cas d'emprisonnement, des amendes. Tout y passe. Très souvent, quels sont les cas les plus fréquents en termes de résultats? Alors, les cas les plus fréquents en termes de résultats, c'est les viols. Les viols, dès que ça arrive au niveau du tribunal, sont jugés et condamnés. Nous, ce qu'on déplore, c'est les peines faibles qu'on applique. Mais il y a quand même des jugements et des condamnations. Mais on voit que le juge, dans son indépendance, inflige des peines qui ne nous satisfont pas et, à notre avis, qui ne sont pas dissuasives. Cette criminalisation du viol, est-ce que c'est suffisant pour peut-être dissuader ceux qui seraient tentés? Je pense que ce serait un très grand pas dans la dissuasion. Parce que la criminalisation implique une sanction plus lourde, peut-être va mettre le juge dans une certaine situation où il ne pourra pas descendre en deçà d'un certain quantum de la peine. Et si également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peine, il est certain que si on commet un viol sur une mineure de 13 ans, on prendra 10 ans ferme ou 20 ans. Je pense que c'est assez dissuasif. Mais je disais qu'à côté de cette condamnation pénale, ce qu'il faut, c'est également une grande sensibilisation, un éveil et une conscientisation des populations. Et c'est ce qui se fait durant ces séjours d'activisme? Ça se fait, mais nous, on le fait en permanence. C'est fait en permanence. Ces jours d'activisme-là, c'est plus pour amener les structures de l'État à vraiment revoir leurs engagements. Les textes internationaux, les conventions qu'on a signées. Nous, on veut, pendant ces séjours-là, pousser l'État et les institutions étatiques. Mais est-ce qu'on a une obligation d'appliquer ces conventions que nous avons signées? Si on signe... Le protocole de Maputo, je crois, il date de 2003. Oui. Il a été ratifié et promu depuis 2005. 2005. Alors, vous savez, une convention internationale, c'est une affaire politique. C'est l'État qui signe. L'État est débiteur de l'exécution de cette convention-là. Et nous, au niveau national, mais je pense même au niveau international, il n'y a pas de pouvoir coercitif sur un État indépendant. Il a signé, il sait à quoi il s'est engagé, il a le devoir de le respecter. S'il ne le fait pas, il n'y a pas de moyen coercitif pour l'obliger à le faire. Donc je disais, c'est une volonté politique de l'État qui a signé. Alors, la violence, elle peut être multiforme, même au niveau de la discrimination. Et là, je quitte le champ de la criminalité, les viols et les violences physiques, pour venir dans, par exemple, les entreprises. Il y a un écart différentiel en termes de traitement. Est-ce que vos institutions, vos organismes s'y penchent un peu en ne privilégiant pas exclusivement la violence physique? Parce qu'il y a des chiffres qui montrent qu'il y a au moins un écart de 20% de traitement salarial. Effectivement. Vous savez, les violences contre les femmes, ce n'est pas seulement la violence physique. Elles sont économiques, elles sont morales, professionnelles. Elles sont professionnelles, elles sont économiques. Et nous nous battons contre toutes ces violences-là. Quand vous parlez, par exemple, de la femme travailleuse, je pense que l'un des combats de l'AGS au départ, vous savez que l'AGS, c'est l'une des associations de femmes les plus anciennes
Elle est créée depuis 1974. Donc le combat, les luttes que l'Algérie a menées depuis lors, nous a quand même donné pas mal de résultats. Il y a eu, par exemple, sur la discrimination fiscale entre la femme et l'homme. Avant, la femme était considérée célibataire sans enfant et donc avait le maximum, on lui appliquait le maximum de la fiscalité. Donc ça a été enlevé, donc c'est une victoire. Deuxièmement, on a vu avec la nationalité, la femme peut maintenant donner sa nationalité à son mari et à son enfant. Également, il est dit dans tous les textes que à égalité de diplôme, égalité d'emploi, égalité de salaire. Dans la réalité, il y a un hiatus. Et on se base sur ça. Et ça, c'est la sensibilisation et également les procédures contre ces états de fait-là. Il y a également, vous n'en avez pas parlé, il y a ce qu'on appelle au niveau international et national, ce qu'on appelle le plafond de verre. La femme, elle avance jusqu'à un certain niveau, impossible d'avancer parce que c'est une femme. Ce n'est pas dit expressément, mais on le sent, et on sent que ça. Et donc tout ça également, c'est dénoncé. C'est dénoncé lors de nos forats, lors de nos entretiens, lors de nos séances de sensibilisation. Alors, Papis, un autre point qui m'interpelle, c'est cette histoire de talibés enchaînés. Quand on parle des femmes, on pense aux enfants, à la cellule familiale et tout. Vous êtes une organisation de la société civile. Quand vous avez entendu parler de cette histoire-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit d'abord en tant que femme? En tant que femme, ça nous a fait extrêmement mal. Des enfants qu'on enchaîne comme au temps de l'esclavage, c'est inadmissible. Mais dans le contexte sénégalais, vous avez vu les réactions de certaines personnalités religieuses que je n'ose pas commenter. Parce que je ne sais pas comment on peut défendre à notre époque qu'on enchaîne des enfants avec des chaînes. Nous, dans notre combat, notre association, c'est la défense des femmes et des enfants. Donc, nous avons une cellule défense des droits des enfants. On s'en saisit tout de suite et on est aux côtés de la famille Et là, dans ce cas, malheureusement, la famille ne porte pas plainte. Au contraire, elle dit que c'est elle qui a autorisé le marabout à enchaîner la femme. Donc, on se met du côté de l'action publique. Et heureusement, ça a été déclenché et suit son cours. Alors, ça, c'est un mal, certes, que l'on peut dire qui arrive à notre société, mais il faut dire également qu'à ce niveau, ce sont les femmes qui, quelque part, ont démissionné de leur rôle de mère à vouloir aujourd'hui encadrer leur fils ou qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour pouvoir le faire. À ce niveau également, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un effort là-dessus pour peut-être encourager les femmes à davantage assumer cette responsabilité de mère? Oui, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que la violence, elle est encore économique. La femme, elle est souvent dépendante. Donc, ce qui la maintient souvent dans le mariage, mais malgré les violences, parce que si elle quitte, elle ne sait pas où aller, qui va la prendre en charge. Ça, c'est une des raisons. Mais également, la dépendance économique fait que la femme abandonne ses enfants pour aller chercher de quoi les nourrir ou travailler. Ici, dans le cadre du problème des talibés, c'est beaucoup plus complexe. Il y a un problème culturel aussi. Et religieux en même temps. Et religieux, donc c'est beaucoup plus complexe que ce que vous dites là. Mais la femme, elle est encadrée et on mène le plaidoyer pour que l'indépendance, l'autonomisation de la femme. Et c'est nous, dans ce contexte-là, que on est dans le CAF, dans une organisation qui lutte pour l'égalité des citoyens pour l'acquisition, l'accès à la possession de la terre. Et je pense que tout ça, c'est pour autonomiser économiquement la femme. Alors, commissaire, je vais un peu jouer dans l'équilibrisme un peu. Nous savons que nous sommes très souvent, nous les hommes, les vecteurs de la violence. Pour autant, il y a également des cas où c'est la femme qui est source de violence. Alors, et sur ce sujet? On la dénonce. Comment? On la dénonce. Si on est au courant, on la dénonce. On la dénonce. Est-ce que c'est un pourcentage qui mérite qu'on s'arrête? Ah bon? Il est minime. C'est de la discrimination finalement. Non, nous sommes parfois également victimes de violence. Mais quand c'est avéré, nous, on la dénonce. On n'est pas avec les femmes qui sont violentes, tout comme on n'est pas avec les hommes qui appliquent la violence. Alors, je vais aller dans un autre sens pour vous. Vous avez été commissaire en tant que femme dans un pays comme le Sénégal. Vous êtes femme, vous êtes commissaire. Quel est l'élément ou l'exemple, l'anecdote que vous pouvez nous donner pour avoir été violentée verbalement, physiquement, par le regard, parce que vous êtes femme et commissaire? Est-ce que vous l'avez vécu? En tout
cas, même si je l'ai vécu, je ne l'ai pas, je l'ai pas retenu. Je ne l'ai pas retenu parce que nous avons été bien préparés à la sortie. En tant que toute première promotion, on savait que ça n'allait pas être facile. Et donc, nous avons été bien préparés, heureusement, par nos formateurs. Et donc, chaque fois que ça a failli arriver, on a pu gérer la situation. C'est facile de diriger les hommes? Ben, je l'ai toujours dit dans mes interviews, j'ai dit ça dépend du corps. Comme c'est un corps hiérarchisé, c'est pas l'individu qui est, mais c'est le galon, c'est le grade qu'on voit d'abord avant de voir qui porte le galon. Donc que ce soit une femme ou un homme, c'est le respect de la hiérarchie qui s'impose. Merci beaucoup à Madame Abi Diallo, la présidente de l'AJS. Merci également à Papis. J'aurais aimé qu'on me pose cette question parce que il y a Pierre Da Silva qui me violente verbalement dans cette maison. Merci à l'équipe technique. Demain, Inch'Allah, à la même heure. Excellente soirée sur la TFM.